France Info et France 24 présentent Bonjour, on les a vus fleurir sur les réseaux sociaux ces derniers temps, les images de personnalités célèbres dans des situations déroutantes, mais qui semblent pourtant plus vraies que nature. Le pape en manteau d'hiver, Donald Trump ou Emmanuel Macron aux prises avec des policiers, autant de représentations détournées par l'intelligence artificielle. Faut-il en avoir peur? On va tenter d'y répondre aujourd'hui avec le prospectiviste Michel Lévy-Provençal, spécialiste de la transformation numérique. Mais d'abord, retour en images sur les derniers progrès de l'intelligence artificielle. Mais est-ce un progrès? Pour y répondre, Mathieu Boisseau de France Télévisions. Non, le pape François ne porte pas un manteau de grand couturier. Barack Obama et Angela Merkel ne passent pas leur retraite ensemble. Pourtant, même en les examinant, il est parfois difficile de détecter que ces images sont fausses, réalisées par un logiciel autonome. Ces montages prouvent autant les progrès que les dangers de l'intelligence artificielle, à tel point que des centaines d'experts demandent aujourd'hui d'interrompre son développement pendant 6 mois. Comme Elon Musk, le patron de Twitter, ou le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Avec inquiétude, il qualifie l'intelligence artificielle de cerveau numérique toujours plus puissant que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. L'intelligence artificielle pourrait conduire à la disparition de 300 millions d'emplois, selon une banque américaine. Dans des entrepôts d'IKEA, en Belgique ou en Allemagne, des drones réalisent déjà l'inventaire des stocks 12 fois plus vite que des humains. Des supermarchés, comme celui-ci d'Amazon au Royaume-Uni, se passent de caissiers. Des caméras intelligentes dressent en temps réel la liste des achats des clients et leur envoient la facture. Les postes manuels ne sont pas les seuls à être menacés, car le logiciel ChatGPT est désormais capable d'écrire des synthèses, des comptes rendus et même des articles. Maintenant, cette intelligence artificielle, elle est capable de créer, elle est capable peut-être même de prendre des décisions plus ou moins intelligentes. Et donc là, on se sent attaqué dans notre capacité humaine de raisonner et dans notre capacité humaine de créer quelque chose. Ce sont bien pourtant les humains qui ont offert à l'intelligence artificielle de tels pouvoirs. Ses capacités de calcul et d'invention sont nourries par l'infinie quantité de données que nous publions sur Internet à chaque instant. Et pour comprendre quelles sont ces technologies dont nous parlons depuis plusieurs minutes déjà, dites-nous, Florent Boutet, qu'entend-on par intelligence artificielle ? Artificielle ou l'IA, pour ceux qui sont habitués à cette réduction, à cette expression, eh bien c'est une véritable révolution technologique qu'on a découvert ces derniers mois, à l'automne dernier, avec l'irruption de ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est le chatbot, l'agent conversationnel qui a été lancé par Microsoft, et c'est vrai qu'on en avait entendu parler parce qu'il avait permis à des étudiants de prestigieuses universités de tricher pour leur mémoire. Alors l'intelligence artificielle, elle permet non seulement de répondre à des questions fermées, comme le font les moteurs de recherche traditionnels, l'âge du président de la République par exemple, mais aussi de plus en plus à des questions ouvertes en proposant des idées recoupées, des solutions nuancées et même des réponses prédictives. Et tout ça, eh bien, c'est grâce au big data qui permet de combiner eh bien, les serveurs qui sont au niveau mondial, international, tous connectés, et cela avec les algorithmes de ces intelligences artificielles. Alors très concrètement, ces chatbots, ils pourraient à l'avenir, eh bien, au niveau de la médecine par exemple, faire des diagnostics, voire même réaliser eux-mêmes des opérations à la place des humains, et puis même dans un avenir proche, pourquoi pas au niveau de la banque, du juridique, des médias ou encore de l'administratif, tout un tas d'opérations extrêmement répétitives prendre la place des humains. Alors à l'avenir, serons-nous tous au chômage ou bien de nouveaux métiers vont-ils émerger? C'est toute la question. Et oui, l'intelligence artificielle, elle tente à répliquer ou imiter le fonctionnement du cerveau humain. Michel Lévy-Provençal, en mieux, comme on a pu le voir avec les super ordinateurs d'échecs il y a une vingtaine d'années qui ont fini par dépasser les grands maîtres de la discipline. Alors, je pense qu'il faut un peu nuancer le propos. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas plus intelligente que le cerveau humain. Le cerveau humain, en effet, ne calcule pas aussi vite qu'une intelligence artificielle qui est spécialisée. Le cerveau humain n'est pas capable de autant de capacités combinatoires qu'une intelligence artificielle. Et le cerveau humain a une capacité, c'est
qu'il est capable de raisonner avec très peu de données, et surtout, il est capable de faire des raccourcis que l'intelligence artificielle ne fait pas. Donc, on a encore du temps devant nous avant d'être dépassé, mais pour l'instant, les choses avancent très vite. Donc, on va voir comment cela évolue dans les prochaines années. Alors, l'intelligence artificielle tente, à défaut d'y parvenir, d'imiter le cerveau humain, mais aussi l'apparence humaine. On le voit avec les fameux deepfakes qui inondent les réseaux sociaux. Il va être de plus en plus difficile de faire la différence entre humain et machine. Oui, c'est vrai qu'il va être de plus en plus difficile de distinguer un monde totalement artificiel, totalement imaginaire, construit par l'intelligence artificielle et la réalité. Et donc, il va falloir qu'on se dote des compétences pour pouvoir distinguer ces deux mondes. Le rôle du journaliste est fondamental, en particulier pour débunker les fake news. Vous le faites chez France Télévisions, chez France 24, mais il n'y a pas que ça. C'est un problème avant tout d'éducation et d'éducation à tout âge, pour les enfants et pour les adultes. Vous venez de le dire, le rôle des journalistes, il n'y a pas que les journalistes qui sont menacés. 300 millions d'emplois sont en jeu, nous dit Goldman Sachs, y compris d'ailleurs dans les métiers de la création qui pourraient disparaître demain ou être occupés par des machines. Oui, c'est vrai que beaucoup de métiers risquent de disparaître, mais en même temps, beaucoup de métiers peuvent apparaître. Regardez ce qui s'est passé avec la révolution digitale. On a des métiers qui ont disparu et des nouveaux métiers qui sont apparus. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. La seule différence, c'est que ça va arriver beaucoup plus vite et que le temps d'adaptation est beaucoup plus resserré et donc il faut redoubler d'efforts pour s'adapter. Oui. La société sans travail, c'est donc pas pour demain. Écoutez, vous m'emmenez sur un terrain qui est celui du prospectivisme. J'aurais tendance à vous répondre avec plusieurs scénarios. Premier scénario où effectivement les emplois disparaissent et on a du mal à s'adapter. Deuxième scénario, on s'adapte. Et à ce moment-là, on a une nouvelle économie, une nouvelle société avec des nouveaux emplois. Et puis il y a un troisième scénario qui peut-être est positif, où les robots, les intelligences artificielles génèrent le plus de valeur au service de l'humain et l'humain a moins de tâches complexes, difficiles, ardues à réaliser et donc bénéficie en réalité de cette intelligence artificielle et de cette robotisation. Et si ces machines capables d'apprendre par elles-mêmes, de prendre des décisions même, échappaient totalement à notre contrôle? C'est la crainte en tout cas de quelques grands noms du numérique. Ces centaines d'experts des nouvelles technologies appellent à un moratoire, Loïc Piala. Oui, Raphaël, alors cette lettre, elle s'inquiète de la course incontrôlée dans l'intelligence artificielle dont les créateurs eux-mêmes ne connaissent pas vraiment toutes les limites. On parle beaucoup de ChatGPT, c'est vrai, mais Microsoft, Google avec Bard ou encore le géant chinois Baidu avec Ernie ont tous désormais leur cerveau numérique. Or, dit la lettre, compte tenu des risques profonds pour l'humanité, des perturbations économiques et politiques majeures à venir, il est peut-être temps de marquer une pause. Veut-on vraiment, sans réfléchir, développer des esprits non humains qui pourraient à terme nous remplacer, nous rendre obsolètes? Et puis les gouvernements aussi devraient réfléchir à des instances de régulation pour cadrer la recherche. Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, fait partie des signataires de cette lettre, comme Elon Musk. Elon Musk, ça fait des années qu'il dénonce le danger de l'intelligence artificielle. Avec ce paradoxe, il a aussi financé le laboratoire OpenAI qui a créé ce chat GPT. Et puis il a besoin de l'intelligence artificielle pour le pilotage automatique des Tesla. Il faut le dire, cette idée d'un moratoire a été critiquée par l'ex-patron de Google, notamment Eric Schmidt, qui pense que la Chine serait la principale bénéficiaire. Et puis Bill Gates ne voit pas vraiment comment une pause pourrait résoudre les problèmes posés. Et puis peut-être aussi que cette lettre, avec son ton alarmiste très sombre, qui présente un monde apocalyptique, un peu à la Skynet dans Terminator, passe à côté de réalités plus actuelles, plus concrètes. Par exemple, les dérives racistes observées dans les algorithmes de certains logiciels de reconnaissance faciale. Voilà, on va prendre les choses une par une. Michel Lévy-Provençal, d'abord, ça a encore un sens de faire une pause pour réguler, pour s'adapter? Non, ça n'a pas de sens pour plein de raisons. D'abord, pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles d'intelligence artificielle qui existent en open source. L'open source, c'est quoi? Ce sont des logiciels qui peuvent être utilisés librement, les sources peuvent être utilisées librement dans le monde entier. Donc comment vous pouvez stopper ce phénomène? C'est littéralement impossible. Et puis, il y a d'autres raisons à cela. Il y a des raisons... pourquoi Elon Musk pourquoi lui demande à faire une pause de 6 mois sur l'intelligence artificielle? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, on vient d'apprendre que Elon Musk vient d'investir massivement dans une infrastructure matérielle pour créer ses propres intelligences artificielles. Donc, il y a beaucoup de cynisme dans cette réaction d'Elon Musk. Il ne faut pas oublier qu'il avait mis plusieurs centaines de millions de dollars
au tout départ dans OpenAI, qui était la fondation qui a créé ChatGPT, et que OpenAI est devenue une entreprise. Peut-être qu'il n'est pas très heureux d'avoir mis autant d'argent dans une fondation à but non-profit, alors qu'aujourd'hui c'est une entreprise. Oui. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis, il y a d'autres raisons à cela. Imaginez un instant qu'on décide d'arrêter. Qui va arrêter? On va arrêter OpenAI? Pourquoi? Pour laisser potentiellement les autres acteurs, Google, Microsoft qui est très engagé avec OpenAI, mais on peut imaginer d'autres acteurs reprendre une avance. Est-ce qu'on va arrêter à l'échelle du monde occidental? Et dans ces cas-là, on va donner de l'avance aux Chinois. Est-ce qu'on peut arrêter à l'échelle globale? Qui va être capable d'instaurer un moratoire et surtout de faire respecter ce moratoire à l'échelle globale? Non, ce n'est pas crédible, ça n'est pas possible. Est-ce que le premier danger, tout de même, ce n'est pas de rendre omniprésente dans la société une technologie qu'aussi peu de gens comprennent? Oui, bien sûr, c'est un vrai problème pour plein de raisons. On a parlé de l'emploi, on a parlé de la manipulation des masses. C'est pour ça qu'il faut de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Il faut qu'on apprenne à utiliser, il faut qu'on comprenne ce qui se passe derrière ce phénomène. De la même manière qu'on a appris à utiliser Internet, eh bien, il va falloir qu'on fasse exactement la même chose, mais plus rapidement. On utilise tous les jours de l'énergie nucléaire qu'on ne comprend pas, ça n'empêche pas qu'on l'utilise quand même. Oui, c'est un peu différent, parce que l'énergie nucléaire, elle est confinée, c'est du matériel qui est très sensible, qui est confiné dans des lieux particuliers. Là, l'intelligence artificielle, elle est potentiellement partout, et elle est manipulable par tout le monde, c'est du logiciel. Donc, l'apprentissage, l'éducation, encore une fois, sont fondamentales pour comprendre les enjeux et maîtriser ces technologies. Eux se sont saisis, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Nombre d'artistes pour qu'elle ait à la fois une source d'inspiration. On l'a vu notamment avec Stanley Kubrick à l'époque de 2001, l'Odyssée de l'espace, source d'inspiration sans limite, mais aussi aujourd'hui un moyen de réaliser leurs idées les plus extravagantes, à l'image du vidéaste californien Yann Padgham. Voilà quelques-unes de ses créations. Voilà, c'est un peu le carrousel de la présidentielle où on mélange politique et intelligence artificielle. On va en reparler dans un instant avec vous, Michel Lévy-Provençal, mais d'abord, un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ses états. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Est-elle une menace pour le monde et nos démocraties? On continue d'en parler avec vous, Michel Lévy-Provençal. En tout cas, tous les États prennent aujourd'hui au sérieux les risques. Premier à l'interdire, l'Italie vient d'adopter une position radicale. Rome bloque provisoirement ChatGPT, ce robot conversationnel dont tous les experts s'accordent à dire qu'il est en train de révolutionner notre manière d'apprendre et de communiquer. Raphaël Chapira, vous qui vous trouvez à Rome pour France Télévisions. C'est une décision administrative et non politique qui a été prise en Italie. En réalité, c'est l'agence chargée de la protection des données qui a décidé de bloquer l'intelligence artificielle sur tout le territoire. Selon elle, ChatGPT ne garantit pas la protection des données personnelles des utilisateurs, ne protège pas non plus suffisamment les mineurs. L'intelligence artificielle est censée être interdite aux moins de 13 ans, mais rien ne permet de reconnaître l'âge des utilisateurs et donc ils peuvent être exposés à des contenus inappropriés. Résultat, interdiction en Italie, tant que les concepteurs ne fournissent pas ces garanties. Alors concrètement, cela passe par les fournisseurs d'accès. Si le fournisseur d'accès est italien, la connexion au site est bloquée. Cette décision administrative n'est pas forcément du goût des politiques. Ici en Italie, la semaine dernière, Matteo Salvini, le numéro 2 du gouvernement, a critiqué ce choix. Il craint que les entreprises italiennes qui utilisent l'intelligence artificielle ne prennent du retard par rapport aux autres entreprises européennes. Mais l'Italie ne sera sans doute pas le seul pays à poser des limites.
limites. L'Allemagne serait en passe de faire exactement la même chose. Et cette semaine, un parlementaire de la majorité a saisi l'autorité de régulation française sur à peu près les mêmes motifs. Oui, et puis l'Espagne, elle ouvre à son tour une enquête. C'est une erreur qu'est en train de faire l'Italie, Michel Lévy-Provençal. Écoutez, cette décision, elle est radicale et c'est clairement une erreur pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il va y avoir des contournements. Les Italiens vont utiliser d'autres solutions que ChatGPT, ou alors ils vont utiliser des moyens de contourner les fournisseurs d'accès. Il y a des solutions comme les VPN qui le permettent. Ça, c'est la première raison. Ensuite, quel message est en train d'envoyer l'Italie en faisant ça? Elle est en train de s'isoler d'une économie qui est en train de naître. Elle est en train de s'isoler du futur du marché de l'emploi. C'est une potentielle catastrophe si ce genre de décision se généralisait à l'échelle européenne. Non, franchement, c'est comme si l'Italie avait décidé de s'isoler et de se déconnecter d'Internet en 1999. Voilà ce qui se passe en réalité en Italie aujourd'hui. Mais Rome invoque pourtant la protection des données des utilisateurs, l'absence d'ailleurs d'informations à ce sujet, ou encore l'absence de filtres pour les mineurs. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même là des raisons légitimes de s'inquiéter? Si, bien sûr qu'il y a des raisons légitimes, mais la décision est radicale. D'abord, il faut savoir que ChatGPT a été créé par OpenAI, qui est une entreprise très jeune, et donc qui ne se soucie que très peu des aspects réglementaires, surtout que c'est une entreprise américaine. Donc elle se saisit du sujet, premièrement. Ensuite, elle est très proche de Microsoft, cette entreprise, OpenAI. Et donc Microsoft étant une grande entreprise qui a déjà réglé ce type de problématique de régulation, va très probablement inciter OpenAI à intégrer ces éléments-là. Donc la décision est radicale. Il faut aussi laisser le temps à ces acteurs de l'intelligence artificielle de s'adapter aux différentes législations mondiales. Vous voulez dire donc que ces technologies, elles sont régulables par chaque État? Régulables, il faudrait définir ce qu'on entend par régulable. En tout cas, on peut commencer à réfléchir aux usages qu'on en a, aux limites qu'on peut imposer aux acteurs qui les déploient, de là à les interdire, ou de là à tout simplement se déconnecter de cette révolution. C'est radical et c'est dangereux. Oui, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Qui les possède? Au service de qui fonctionnent-elles? Est-ce qu'elles ne sont pas finalement au-dessus de nos États et donc de nos démocraties? Oui, mais le problème existe depuis la révolution digitale. On a exactement le même problème avec les GAFA, les géants du numérique depuis des années. Donc c'est une course permanente entre la régulation, ces acteurs qui vont beaucoup plus vite que nos politiques, que nos juristes. Et donc, je dirais que la chose qui est aussi importante que l'éducation, c'est que nos dirigeants essaient de comprendre, essaient d'écouter les experts qui connaissent parfaitement ces systèmes, qui connaissent les implications autour de ces systèmes avant de réguler, avant de légiférer. Il faut absolument aussi éduquer que nos politiques deviennent des experts des technologies et en l'occurrence de l'intelligence artificielle. Vous établissez le parallèle avec les technologies qui existent déjà aujourd'hui sur Internet, mais pourtant là aujourd'hui on voit des capacités de manipulation de masse de très grande ampleur avec les deepfakes notamment. Est-ce que là les gouvernements peuvent s'y opposer? S'y opposer, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ou en tout cas, voilà, les contrôler. Est-ce qu'on peut éviter que ces manipulations ne viennent perturber le jeu démocratique? Vous avez plusieurs approches face à ça. Il y a une approche centralisée qui consiste à, dans sa version extrême, interdire. Et puis il y a une version décentralisée qui consiste à, si je peux me permettre l'allégorie, vacciner chacun des citoyens face aux dangers de ces outils. Et je pense que la meilleure solution, c'est le vaccin. Autrement dit, c'est de permettre de donner à chacun des citoyens cette capacité de distinction du vrai et du faux, d'être capable de naviguer dans ce nouveau monde qu'on est en train de dessiner. Pour démonétiser à terme les deepfakes? Pas forcément pour démonétiser, mais en tout cas pour nous permettre de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux, et de pouvoir naviguer en toute intelligence, si je peux me permettre, dans ce nouveau monde qui est en train de d'émerger. Oui. L'intelligence artificielle est aussi au service des États dans les guerres qu'ils mènent à travers la planète, avec le spectre de nouvelles armes capables de tuer, même sans qu'aucun ordre humain n'ait été donné. L'ONU s'est réunie, c'était fin 2021, pour mieux encadrer les robots tueurs, sans succès. C'était un reportage à l'époque de Stéphanie Pérez pour France Télévisions. Un robot volant qui détecte sa cible seul et décide d'ouvrir le feu seul. Sans intervention humaine, uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Ces drones chinois sont peut-être les soldats du futur. Comme ce chien équipé d'une mitraillette,
développé par une société américaine. Encore en phase de test dans plusieurs pays, ces armes autonomes sont au centre de la course à l'armement mondial. Quel statut, quelles limites donner à ces robots tueurs? Faut-il les interdire? C'est ce que réclament de nombreuses ONG qui s'inquiètent de la robotisation du champ de bataille. L'être humain a déjà du mal, dans certaines circonstances, à répondre à la complexité des situations de terrain. Alors imaginez une machine lorsqu'elle doit faire le lien entre la situation de terrain et les règles du droit international. Donc aujourd'hui, une machine n'est pas capable de faire ce type de discernement. Entre éthique et haute technologie, chaque pays a sa doctrine. Russie, Israël et États-Unis s'opposent à toute interdiction de ces armes autonomes qu'ils considèrent comme de potentiels alliés. La position de la France, elle est plus nuancée. Elle développe ses robots pour éviter notamment d'exposer ses soldats, mais elle tient à ce que l'être humain garde le contrôle. La France est résolument opposée aux robots tueurs, mais par contre, l'intelligence artificielle peut apporter des avantages dans le combat, peut alléger la charge cognitive, peut permettre d'avoir une prise de décision plus rapide. Donc oui, pour travailler sur des sujets d'intelligence artificielle au sein de systèmes de défense, mais non à une décision autonome d'un robot pour tuer. Les 125 pays réunis à Genève cherchent un difficile terrain d'entente sur ces robots pour mettre en place les règles qui régiront les conflits de demain. Michel Lévy-Provençal, des armes autonomes comme celles qu'on vient de voir dans ce reportage, comme des drones par exemple, incapables de tuer sans qu'aucun ordre humain n'ait été donné, ça existe ça déjà aujourd'hui? C'est difficile de vous répondre sur cette question parce que, par exemple, en Chine, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce sur quoi on peut s'interroger, c'est ce que disait le représentant du ministère des Armées, c'est l'importance du rôle de l'humain dans un dispositif comme celui-ci. Autrement dit, il faut que l'humain reste au centre de la décision. On ne peut pas déléguer la responsabilité, et c'est valable d'ailleurs dans d'autres métiers, à la machine. Prenons l'exemple du journaliste. Les journalistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour sourcer des informations, autrement dit trouver des informations, s'exposent à un risque majeur, c'est qu'aujourd'hui, ces intelligences artificielles hallucinent beaucoup. Autrement dit, elles disent beaucoup de bêtises. En revanche, un journaliste qui va continuer à faire son métier, trouver des informations sourcées, validées, mais qui va utiliser l'intelligence artificielle peut-être pour aller plus vite, pour écrire un article, pour éventuellement utiliser, comme on utilise des logiciels, un moyen d'accélérer son travail. Là, oui, l'intelligence artificielle est utile. Autrement dit, une intelligence artificielle qui étend nos capacités, oui. Une intelligence artificielle qui remplace notre responsabilité et notre rôle, évidemment, non, et c'est en particulier le cas dans le monde. Vous dites non, on ne peut pas, on ne doit pas, mais est-ce que ça ne risque pas d'arriver? Tout est possible, encore une fois. Indépendamment de notre volonté, si la machine s'émancipe et si elle en a les capacités aujourd'hui. Vous posez la question de l'autonomie de l'intelligence artificielle. Là, on arrive à une frontière. Il commence à y avoir des intelligences artificielles qui arrivent, ce sont des agents intelligents qui arrivent à naviguer par exemple sur Internet, trouver de l'information et commencer à agir en fonction des informations qu'elles trouvent. Ça commence à émerger. Il y a un outil qui s'appelle AutoGPT qui fait ça, par exemple. Il y a potentiellement un danger derrière cela. Je pense qu'il va falloir être prudent, regarder de près ce qui se passe, mais on est vraiment à la frontière de ce qui est en train d'émerger. Donc c'est très difficile de se projeter pour répondre clairement à votre question. Introduire le cerveau humain dans la machine, voilà longtemps qu'on y pense. Retour dans le temps, en 1982, la grande puissance innovatrice d'alors, le Japon, est déjà sur la voie du robot humain. À l'époque, Gérard Sebag s'était rendu pour France Télévisions à la Cité du Futur, à Tsukuba, c'est à une 50aine de kilomètres de Tokyo. Introduire le cerveau de l'homme dans la machine. En appliquant ce principe, le Japon veut devenir le numéro 1 de la robotique et de l'informatique dans le monde. Un projet d'une colossale ambition à réaliser en 10 ans. Pour atteindre ce but, les chercheurs japonais ont été réunis dans le centre de recherche de Tsukuba, à 50 km de Tokyo. Maîtres de la robotique industrielle, ils continuent leurs travaux pour construire des robots de plus en plus sophistiqués. Ils étudient chacun des organes de l'homme et surtout la main. Ils partent d'éléments simples pour aboutir à ce résultat. Voici le résultat de la recherche fondamentale japonaise. Cette main artificielle a 3 doigts.
C'est une très grande première. En effet, cette main artificielle se meut exactement comme la main d'un être humain. D'ailleurs, chaque doigt a 3 phalanges. C'est peut-être dans ce laboratoire qu'est né le robot homme de demain. Ils veulent passer au stade supérieur en permettant au robot d'avoir sa propre intelligence, la vue et la parole. La société moderne va changer de structure et il faut avoir des idées originales. Cela est vital pour le Japon, mais également pour le reste du monde. Pour être à la portée de tous, cet ordinateur de demain devra parler. Dans ce but, ce chercheur étudie le fonctionnement mécanique de la parole chez l'homme, qu'il reporte ensuite sur un boîtier avec des modules. Le but, faire comprendre des phrases entières à l'ordinateur. Les Japonais réussiront-ils ce pari lancé comme un défi aux autres pays industrialisés? Projet trop ambitieux, estiment les chercheurs occidentaux. Réponse dans 10 ans. Alors, on peut s'empêcher de regarder évidemment ces images avec un certain amusement. L'histoire n'est jamais totalement écrite d'avance. Michel Lévy-Provençal, mais ils avaient vu juste à l'époque les Japonais sur les évolutions. Alors je ne suis pas sûr que sur la partie robotique ce soit extrêmement visionnaire. On a vu beaucoup de choses qui ont évolué côté software, côté logiciel. Non, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point en seulement 40 ans, on a dépassé très largement ce qu'on prévoyait à l'époque. En l'occurrence sur la synthèse vocale ou la compréhension aujourd'hui des IA. Donc ce point, si jamais on reporte exactement la même différence d'évolution aux 40 prochaines années, en se disant on est en 2023, qu'est-ce qui se passera autour de 2060 ? C'est assez vertigineux, la société dans laquelle on se prépare à entrer, finalement. Merci Michel Lévy-Provençal, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver comme chaque semaine sur franceinfo.fr, france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine.